Je pense que le premier acte fondateur de la vraie République, que les gens l'appellent la première, la deuxième, la vraie République, serait de faire accomplir cet acte de rédaction de la Constitution par le vrai constituant qui est le peuple. Je pense qu'il va falloir faire un effort important que de dire d'une manière courageuse en face de l'histoire et surtout en réponse à cette mobilisation citoyenne qu'il va falloir aller vers la rédaction de la Constitution qui soit la première Constitution du peuple algérien. Qu'est-ce que vous avez parlé dernièrement des militaires? Qu'est-ce que vous pensez du rôle des militaires, de toute l'institution, si on dit militaire, durant cette période et après aussi? Bien sûr, d'abord, la première remarque, c'est que les grandes armées, on les trouve dans les grands pays démocratiques. C'est une liaison très importante que d'avoir une nature démocratique de l'État qui permet de protéger, donc d'avoir une armée puissante. Les États-Unis d'Amérique est une puissance démocratique, mais c'est également une puissance militaire. Je passe sur beaucoup d'exemples. Deuxième, c'est qu'il y a des normes qui sont des normes démocratiques. L'institution militaire, elle a des attributions comme toutes les armées dans le monde. Protéger les personnes, protéger leurs biens et protéger le territoire. C'est la mission de tous les corps de sécurité. L'institution militaire dans les pays comme le nôtre, qui fut considérée pendant de longues années comme étant la colonne vertébrale de l'État. Parce que le lendemain de l'indépendance, lié au contexte de l'indépendance, on a considéré que la puissance de l'État réside dans la puissance des institutions sécuritaires. Peut-être qu'à l'époque, il était légitime de le penser ainsi, de le poser ainsi. Mais le monde moderne nous apporte quotidiennement la démonstration qu'un État puissant, c'est un État qui a une université puissante, un peuple puissant, un peuple structuré, des compétences, qui a la double fraîcheur, la fraîcheur intellectuelle, la fraîcheur physique, qui a un potentiel qui est investi dans le développement. Donc finalement, l'État ne se définit plus par la puissance des institutions sécuritaires. Il se définit par la capacité justement de l'État à être conforme à la nation, à appartenir à la nation. Et la nation, si les nations qui sont fortes sont les nations qui ont consacré le principe des libertés, les libertés collectives, les libertés individuelles, et surtout la prime du droit, pas de la puissance, la prime du droit. Et quand il y a le droit, et le droit, ce sont des normes, des règles qui soient opposables à tous et à tous, je pense que dans ce contexte-là, on peut avoir une armée qui va avoir des attributions constitutionnelles claires et qui ne soit pas obligée à chaque fois de venir arbitrer les conflits politiques. L'armée doit être très loin des conflits politiques, des luttes politiques, parce qu'en définitive, l'armée doit appartenir à la collectivité nationale. Est-ce que vous n'avez pas fait appel à Gates? Si. Est-ce qu'un démocrate appelle à l'intervention de l'armée? Oui, ce n'est pas... Comment? Non, j'appelle pas l'armée à intervenir. J'appelle tout simplement l'armée à exercer, à faire cet exercice de conscience. D'abord à l'échelle des individus, mais également à l'échelle de l'institution. Qui peut aujourd'hui s'opposer à cette volonté populaire exprimée par des millions? Aucune institution, aucune procédure, aucune disposition de la loi ne peut passer avant le peuple. Il a été des millions à descendre dans la rue. Donc j'ai adressé ma parole au chef de l'état-major pour lui dire tout simplement qu'il est grand temps que l'armée se situe du côté du peuple. Si l'armée continue d'être un enjeu politique, si l'armée continue d'être au service, pas de la nation, mais au service
d'un groupe politique dans le pouvoir, il aura raté un moment historique. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est tout simplement la fondation d'une vraie république, d'une nouvelle république. Et cette institution qui appartient à la nation, son intitulé l'indique bien, c'est une armée nationale et populaire. Il ne peut pas ne pas être du côté de la population. Il doit être en cohérence avec ces millions d'Algériens, justement, de cette dimension populaire. Il ne peut pas être autrement qu'en phase et en cohérence avec le peuple. Vous avez parlé de la République. Est-ce que, votre avis, est-ce que pour une République fédérale, ou bien on va continuer avec le même système? Vous savez, d'abord, nous devons rétablir la République dans sa dimension de République. C'est-à-dire une République où il y a un rôle cardinal, essentiel du public. Or, nous avons été une République sans public. Deuxième, dans les normes de la République, il y a également la protection de toutes les libertés et de tous les droits. L'État républicain est un État qui consacre les libertés citoyennes et qui donne la prime aux droits, la prime à la liberté citoyenne, bien sûr dans le cadre des règles du jeu claires qui soient admises de tous, qui soient opposables à tous. Dans un État démocratique et républicain, on y va au pouvoir selon une procédure légale et on descend du pouvoir selon une procédure légale. En fait, réglementer l'arrivée et comment quitter le pouvoir pour permettre à la République de fonctionner normalement. Mais également, la République est fondée sur le principe que le peuple, c'est lui qui décide en toutes circonstances. Parce que le public en est le décideur, notamment dans les grandes décisions. Même certains proposent, par exemple, les procédures par les assemblées constituantes, d'autres proposent d'autres procédures. Mais l'essentiel, qu'on aboutisse à l'idée centrale que le constituant soit le peuple. Donc, pour simplifier cette réponse, oui. Est-ce que vous êtes pour une république fédérale ou bien... Non, je pense que le caractère républicain, c'est protéger toutes ces valeurs. Maintenant, quant à l'organisation de l'État, il y a des concepts importants qui sont dans les sciences de l'organisation de l'État. Je passe de la décentralisation à la déconcentration, aux régionalisations positives, au fédéralisme, etc. Il y a des expériences dans la vie. Je pense que pour l'instant... Et vous êtes pour... Non, pour l'instant, je pense que les conditions, les priorités seraient de consacrer la prime du droit et surtout la prime des libertés. Si nous arrivons à créer les conditions d'un débat apaisé, d'un débat démocratique qui soit arbitré par les procédures démocratiques, il n'est pas interdit de poser toutes ces idées. Certains considèrent qu'en termes d'organisation de l'État, et je pense que c'est le cas même des républiques démocratiques émancipées, avancées dans le monde, ils s'interrogent sur la notion du territoire, de la nation, des intégrations. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de pôles intégrés, soit en matière économique ou en matière politique. Il y a également des gens qui revendiquent d'une manière claire le retour au nationalisme, le retour même au localisme. Donc, dans ces procédures-là, finalement, par quels moyens nous pouvons arbitrer ces débats? Nous ne pouvons les arbitrer que par des procédures démocratiques. Après, si on était dans une campagne électorale dans laquelle je dois apporter ma touche, ma contribution à ce débat, peut-être je vais explorer beaucoup d'idées nouvelles. Dans le programme du parti, ce n'est pas le contexte, on n'est pas en milieu d'une campagne électorale, je me suis toujours interrogé, au fond de ma pensée, pourquoi la fonction du wali dans le système administratif national?
Si on était en pleine campagne électorale pour les élections présidentielles, j'aurais promis la suppression tout simplement de la fonction du wali. Et je passe sur également les autres structures de l'État qui sont des structures encombrantes, qui sont des structures filtres, qui sont des structures par lesquelles le pouvoir contrôle, essaye de rendre la vie institutionnelle comme un ensemble d'appareils qui servent beaucoup plus à surveiller la société plus qu'à représenter la société. Au fait, le pouvoir, on a utilisé ces institutions pour avoir ses représentants à lui dans la société. On a inversé les rôles. Au lieu de permettre à la société d'avoir ses représentants dans les institutions, on a inversé, on a créé des institutions pour qu'il y ait des représentants des pouvoirs dans la société. Donc on a tout fait pour que le rôle de l'institutionnel soit la surveillance du pays, la surveillance de la population, la surveillance de tout ce qui bouge. C'est ce qui fait que le plus grand parti politique durant des années, c'était la police politique. Et le plus grand parti politique dans ce pays, c'est l'administration. Et vous faites ce que vous faites, vous êtes pris au piège de ces deux appareils puissants qui, quand ils font alliance, rendent impossible la vie publique. Et c'est ça qui fait, à mon avis, ces pistes de débat, nous allons devoir les explorer, nous allons devoir débattre de ces questions, mais d'une manière apaisée, dans des conditions d'apaisement. Parce que si nous allons aborder ces questions dans un autre contexte, hors que le contexte démocratique, hors que le contexte de l'État républicain, on risque d'avoir de graves fractures. On risque d'avoir des brisures, trouver avec des conditions qui vont mettre vraiment en difficulté notre unité nationale. Ça vous fait allusion au MAC? Pas seulement au MAC, mais également, et ce dont nous ne sommes pas assez conscients. Je pense que beaucoup d'élite algérienne ignorent les conditions difficiles dans lesquelles vivent les Touaregs au sud du pays. Et nous n'avons pas conscience de ce qui peut arriver à notre pays, que ce soit à l'est comme à l'ouest, mais surtout au sud. Vous ne pouvez pas imaginer que le monde actuel, assiégé par les multinationales, assiégé par les puissances qui finalement feront de certains pays une proie à prendre. Et lorsque vous êtes une proie, lorsque vous êtes incapable de décider vous-même de votre destin, vous êtes la proie à tous les... Et d'ailleurs, assez souvent, vous êtes la proie des puissances les plus féroces. Et les puissances les plus féroces, ils vont venir par quelle procédure? Ils vont s'investir dans nos animosités. Ils vont s'investir dans nos vulnérabilités. Et Dieu seul sait combien sont nombreuses nos animosités, combien sont nombreuses nos vulnérabilités. Ils vont s'y introduire. C'est dans ça qu'ils vont trouver matière à casser, matière à diviser, matière à faire de ce pays une proie donc à prendre avec, bien sûr, et nous, c'est quoi notre rôle? En fait, c'est quoi mon rôle à moi? C'est quoi votre rôle à vous? C'est quoi le rôle à nous tous? C'est justement renforcer cette immunité par le débat, par notre capacité à déjouer tous les scénarios qui peuvent, à un certain moment, se dresser, se conspirer, se faire au-dessus de nos têtes. Donc, il y a vraiment une nécessité que l'on fonde et que l'on mette tous nos moyens, toute notre énergie pour que nos conflits, nos animosités, nos différences soient arbitrées dans un cadre apaisé, calme et surtout démocratique. On dit aussi que M. Tabou, il est extrémiste, avec le pouvoir surtout. Il ne veut pas beaucoup de colère. Il ne veut pas dialoguer, il ne veut pas céder. Il est juste là pour... Beaucoup de colère. Beaucoup de colère, c'est d'abord la nature de l'Algérien. C'est la nature de Méditerranée également. C'est la nature de quelqu'un, comme beaucoup d'Algériens, qui ont vécu beaucoup de brisures, qui ont vécu beaucoup de traumatismes. Vous savez, en nous-mêmes, nous portons des traumatismes anciens. Parce que nous sommes la mémoire de ceux qui nous avaient précédés. Cette mémoire, elle est douloureuse. Elle porte les séquelles de toutes les violences, de tous les traumatismes qu'a vécu le peuple algérien, autant au temps colonial que les années après l'indépendance. Donc, au fait, Karim Tabou, il est qui? C'est cet Algérien-là, consterné dans des conditions douloureuses et qui aspire, comme tous les Algériens, à vivre en paix, mais à jouir de ses libertés.
Donc c'est vrai que peut-être un des traits particulièrement frappants, y compris dans mon visage, qui est très expressif, mais qu'on trouve dans mes gestes, qu'on trouve dans mes opinions, qu'on trouve dans mon discours, c'est justement ce mélange entre un amour profond de cette patrie, un ancrage puissant dans le nationalisme et dans les valeurs démocratiques. Et je suis très révolté, je suis très indigné, je suis très en colère contre le fait que nous avons tous les moyens pour réussir et nous sommes en train d'aller à contresens de l'histoire. Je suis très en colère de dire que ce pays recèle un potentiel énorme, capable de défier le sous-développement, capable d'aller de l'avant, et que par la faute de dirigeants, par la faute d'une engeance de politicards, par une, excusez-moi l'expression, une clique de personnes qui n'ont de souci que la consommation. Ils ont consommé nos valeurs, ils ont consommé notre temps, ils ont consommé notre pétrole, ils ont presque consommé tout. Et ils veulent consommer même les ressources les plus élémentaires de ce pays en essayant de faire régner la tyrannie et la bêtise. La tyrannie par la violence, la bêtise par l'hypocrisie et vous voyez très bien le niveau politique de nos dirigeants. Ils sont infirmes. Le niveau politique de nos dirigeants sont à un niveau d'indigence politique. Nous pouvons créer les conditions d'un débat serein, d'un débat intellectuel. Moi j'aime bien, je veux bien que le débat soit apaisé. Mais en face, vous avez quoi? Vous avez un pouvoir allergique au débat, qui ne veut pas laisser se libérer la parole publique, qui ne veut pas se laisser exprimer cette énergie. Et d'ailleurs, vous voyez très bien comment, lorsque cette jeunesse a reconquéri le terrain, la sphère publique, on a vu quelle expression, autant par les voix, toutes les voix, par l'écriture, par la proclamation de slogans, tout l'art qu'on le trouve aujourd'hui dans la sphère publique. Et vous voyez très bien que toute cette énergie-là qui était empêchée d'expression, quand il a eu cette occasion de s'exprimer, on est heureux, on est fier, on est plus apaisé maintenant qu'on l'est il y a quelque temps. Si on nous donnait les moyens de nous exprimer librement encore plus et davantage, je pense que nous allons nous apaiser. Surtout quand on sent qu'on est en train de réaliser des avancées. Au fait, ce pouvoir est devenu un obstacle au développement. Est-ce que le pouvoir vous a contacté? Officiellement, non. Mais beaucoup d'amis. Si ce n'est pas le contact direct, c'est des suggestions, parfois même des sous-entendus. On me dit assez souvent, comme vous le dites, d'accord. D'ailleurs, Karim laisse les portes ouvertes, donne la possibilité au dialogue, essaye de ne pas, de rendre possible le contact avec les hautes autorités du pays. Mais moi, je réponds, je ne suis pas fermé au dialogue. Non, bien au contraire. Mais que le dialogue soit transparent, qu'il se déroule dans la sphère publique et qu'il ait des aboutissements et qu'il ait des finalités. Si le dialogue maintenant tel que le conçoit le pouvoir, il a la même finalité, comme les finalités de toutes les élections qui ont eu lieu, comme les finalités de tous les amendements constitutionnels qu'il a fait, c'était quoi sa finalité? Le maintien. Si cette opération continue d'avoir la même finalité que les finalités anciennes, c'est le maintien, mais avec une autre technique. C'est la technique qu'on appelle faire semblant de tout bouger pour que rien ne bouge. Bougez tout. Et au fait, pour qu'à la fin, la finalité, pour que rien ne bouge. On maintient le même pouvoir, avec les mêmes procédures, avec les mêmes mentalités. Je dis aujourd'hui, définitivement, le pouvoir doit accepter cette exigence de l'histoire. Au-delà du fait que ce soit une exigence très forte du peuple algérien, la double fraîcheur, fraîcheur physique, fraîcheur intellectuelle, c'est les éléments qui fondent le développement. Sans la fraîcheur physique, sans la fraîcheur mentale, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Acceptons-nous, allons-nous accepter ce climat défaitiste qui a régné pendant 20 ans? Allons-nous accepter de donner le destin des vivants entre les mains des morts? Non.
Arrêtons. Le destin des vivants doit être pris en charge par les vivants, tout simplement. C'est dur ce que je suis en train de dire, c'est même violent, mais c'est la réalité de tous les jours. Concernant M. Tab, aujourd'hui à Borj-Bararich, on a vu une opposition qui, surtout dans la rue, qui ne veulent pas la présence soit de l'opposition ou bien du pouvoir sur le terrain. Pourquoi ce refus? Surtout, nous avons 4 vendredis, ils ont bien accepté M. Tab. Pourquoi maintenant il y a un autre... Non, je ne pense pas que ce soit la rue, que ce soit... Bon, il va y avoir le 5e vendredi probablement et Karim Tabou est accepté de tous, bien au contraire. Bien au contraire. Vous ne pouvez pas prendre le volume à faire des sorties sur le terrain et à rencontrer des Algériennes et des Algériens qui, ces Algériens et ces Algériennes, pour certains découvrent. Ils découvrent pourquoi? Ils découvrent parce qu'il a fallu briser les murs, il a fallu briser les obstacles. Beaucoup de gens découvrent au grand jour Karim Tabou, alors que Karim Tabou est présent sur la scène politique. Bien sûr que vous connaissez bien les conditions de l'exercice politique dans ce pays. C'est un pouvoir qui a eu l'art de dresser des barrières pour que les uns et les autres soient éloignés les uns des autres et qu'ils n'aient pas cet espace public qui est la République par laquelle plutôt pouvait s'exercer le libre débat, donc l'échange, donc la critique, le partage, toutes les caractéristiques d'un débat démocratique. Maintenant, pour ce qui est de ma venue à Borj-Bararich, au contraire, je suis très heureux de voir autant de jeunes venir me recevoir dans des conditions, j'allais dire, chaleureuses. Je ne peux que m'en féliciter et remercier tous ces jeunes. Par contre, j'ai conscience, j'ai une ferme conviction que ce pouvoir va tenter toutes les procédures possibles pour stopper et à défaut de stopper, freiner cet élan. Il sait très bien que cet élan-là va certainement exiger de lui le départ. Quand vous voyez combien de femmes et d'hommes, combien de jeunes et toute la société qui est descendue dans la rue, unie sur une revendication, il est toujours tenté de remettre le débat ancien, le débat par lequel il va tenter de gagner du temps, mais surtout il va essayer de semer les divisions, semer les confusions, semer les violences, semer toutes les choses qui peuvent freiner, sinon stopper cet élan-là. Donc, que des gens aient jugé inutile, inopportune, pas dans son contexte, ma venue à Borj-Bararich, moi je considère que dans l'esprit de cette dynamique citoyenne, on a l'ambition de libérer tout le pays, libérer tout le territoire d'un régime qui a bloqué et qui a privatisé toute la République, toute la sphère publique qui est privatisée. Donc aujourd'hui, ce n'est pas de petits agents du pouvoir qui vont venir nous empêcher d'avoir la reconquête de ces terrains. Bien sûr, je considère que parmi les gens qui se sont interrogés sur ma venue ou la venue de quelqu'un d'autre, existent certainement des gens qui par naïveté, qui par amour de ce pays, mais surtout qui par conviction que ce mouvement ne doit pas être détourné de son itinéraire. Donc quand il y a des incompréhensions, quand il y a des soupçons sur X ou Y, et que les intentions, quand on juge les intentions, vous savez, on peut nous tromper. Je pense qu'il y a des gens légitimement pensent qu'aujourd'hui, les politiques ne doivent pas trop s'investir au risque. Mais d'où est-ce que vient ce sentiment? Je vais vous dire de quoi il vient. Il vient des expériences passées qui ont déçu l'opinion publique. Combien de fois le peuple a cru avoir mandaté? Il a mandaté des députés, des sénateurs, des maires, des PAPW, etc. parce que le jeu politique était fermé. Mais assez souvent, on est déçu. Et puis l'exercice de la politique,
notamment l'exercice des élections, a toujours laissé derrière des séquelles. Quand les élections se finissent, c'est les animosités des villages, des animosités des militants, des animosités citoyennes qui sont semées et qui, au fil des années, ont créé des rancunes, ont créé des rancœurs, ont créé dans le citoyen le sentiment que la politique menace sa quiétude. La politique est devenue une menace sur sa quiétude, sur son, son milieu. Donc aujourd'hui, pour les gens qui me prennent de ce côté, je dis légitimement, ils sont en droit de s'interroger. Mais s'ils regardent les luttes menées, parce qu'au fait, le 22 février, c'est à la fois un point d'arrivée de lutte de génération, mais également c'est un point de départ d'une nouvelle lutte pour la reconquête de la sphère publique. Est-ce que vous êtes optimiste? Oh, très optimiste, très très optimiste. En tout cas, je peux dire qu'on a réalisé plusieurs choses déjà. La première chose qu'on a réalisée, désormais, plus jamais dans ce pays, un gouvernement ou un président de la République, même s'il est élu démocratiquement, il ne peut plus ignorer la rue. Est-ce que vous pensez que ce pouvoir va vous laisser reprendre les rênes de ce pays facilement? Non, facilement, je ne le pense pas. Je pense que le pouvoir va tenter encore des coups. Il va tenter des ruses. Il va tenter des duperies. Il va essayer de tromper les gens. Il va faire semblant de tout bouger pour que rien ne bouge. Il a mené déjà des offensives. Et vous savez, la veille de la dernière marche à l'échelle de tout le pays, il y a eu quand même une offensive médiatique terrible. Dans la même journée du jeudi, c'est-à-dire la veille des manifestations, on a eu 7 émissions télévisées qui ont été diffusées pratiquement à la fois. Avec l'Akhdar Ibrahimi, nous avons eu une conférence de presse animée par la Mamra, qui est retransmise en direct, autant par les chaînes de télévision que par l'armée d'espaces Facebook qui ont été mobilisés par le pouvoir. Et on a eu, à la fin de la journée, une conférence de presse du Premier ministre Bedoui. Donc l'offensive était puissante, il était bien orchestré. Ça n'a pas empêché des millions le lendemain de descendre. En fait, les tentatives du pouvoir vont encore se multiplier. Moi, je pense qu'en ce moment même, le pouvoir est en train d'imaginer, est en train de travailler, est en train de préparer des scénarios. Et parmi les scénarios, réengager de nouveau une armée de propagande qui va tenter de semer toutes les discordes entre les Kabyles et les Arabes, entre les gens de l'Est et les gens de l'Ouest, entre les gens du Sud et les gens du Nord, entre les gens qui sont dans les corporations et les autres qui ne sont pas, entre les gens de l'ONCG et les gens qui ne travaillent pas. En tout cas, il va tenter tout. Et surtout, je pense qu'il va mener des campagnes qui ciblent particulièrement toutes les personnes qui peuvent être les piliers sur lesquels peut se bâtir l'avenir. Donc toutes les personnes qui portent des projets, qui portent des idées, qui ont de la crédibilité et qui ont une aura auprès de la population, il va tenter quand même de les tirer vers le bas, il va tenter de mener des campagnes de déstabilisation, voire de dénigrement. Moi je m'y attends personnellement. Je m'y attends à toutes sortes de propagande et j'ai conscience que ce combat est un marathon qui demande beaucoup d'énergie. C'est pas une course, c'est pas une course de 100 mètres. Hein. C'est un vrai marathon qui demande de l'endurance, qui demande de la cohérence et qui demande surtout de la résistance. Je pense que c'est les 3 mots-clés du combat que nous devons mener. Monsieur Tabou, une dernière question concernant l'entretien français. On a parlé surtout de l'ingérence. On voit la visite à Mamra en Chine, en Russie et dans quelques pays d'Europe. On a vu aussi Macron et son ministre des Affaires extérieures alors que la population a refusé cette ingérence. Qu'est-ce que vous leur dites premièrement? Deuxièmement, après ce mouvement, comment pensez-vous
des relations avec l'extérieur, surtout avec la France. Les puissances occidentales étaient habituées à une politique extérieure algérienne fondée sur quoi? Tout céder à l'extérieur et tout prendre à l'intérieur. Le régime algérien avait une politique simple. Il cède tout à l'extérieur. Il a cédé le pétrole, il a cédé le gaz. Il n'intervient plus dans les questions importantes. L'Algérie a cédé tout à l'extérieur. C'est la caractéristique d'un pouvoir affaibli. Mais il essaye de prendre tout à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il lui manque tout. Il lui manque la légitimité, il lui manque le soutien, il lui manque les appuis. Donc il a troqué. Il a troqué les intérêts de l'Algérie à l'extérieur contre la prise du pouvoir à l'intérieur. Et cette logique-là a été une logique asphyxiante. Elle a étouffé le pays. Et d'ailleurs, ce pays a perdu de son aura à l'extérieur. Savez-vous que les marches du 22 avaient étonné le monde, avaient émerveillé le monde. Donc aujourd'hui, la rue a montré que ce pays est capable de se prendre en charge. Bien sûr que les attitudes occidentales à l'égard de ce pays sont des attitudes fondées sur quoi? Ils sont d'abord fondées sur les intérêts. Et assez souvent, les intérêts s'accommodent de quoi? Ils s'accommodent d'une relation déséquilibrée des puissants vis-à-vis des faibles. On vous affaiblit, on vous met dans des situations difficiles pour vous soutirer le plus possible davantage. Je pense, contrairement à ce qui se disait pendant des années, que les mouvements d'opposition, que les mouvements qui voulaient contester étaient la main étrangère, mais la vraie main étrangère, c'est le pouvoir. Mais la vraie main étrangère, c'est le pouvoir qui a permis à ces puissances occidentales de s'accaparer de tout. Donc, au fait, le peuple algérien a besoin aujourd'hui de se mobiliser pour que son avenir ne soit pas hypothéqué, mais surtout pour reprendre ses richesses. Bien sûr, il y a également et en particulier la position de la France. Vous savez que les relations algéro-françaises sont des relations complexes. Moi, j'ai lu attentivement une des interviews qui a été donnée par Macron entre les deux tours des élections présidentielles. C'est-à-dire qu'il était en attente du deuxième tour entre lui et Marine Le Pen, où il disait en substance, c'était une interview qu'il avait donnée au Jeune Afrique, il disait en substance que ma vision vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis du sud, des pays du sud de la Méditerranée, seront refondées sur quelle base? Il avait dit que ces relations vont être refondées sur le principe de la prime à l'Afrique. Il avait dit également qu'il va promouvoir, encourager la relation directe avec la jeunesse. Et il avait surtout proclamé, affirmé qu'il allait libérer, soustraire les relations algéro-françaises du monopole des réseaux. Il avait dit que les relations algéro-françaises ne sont pas des relations institutionnalisées, ce sont des relations qui se déroulent au niveau des réseaux d'intérêt. Et l'on avait même donné la promesse de soustraire cette relation de l'emprise de ces réseaux. Mais également dans la pensée, au-delà de Macron, dans la pensée politique d'une élite, d'une grande partie de l'élite française. Elle considère que ce pays est bipolaire. Il y a d'un côté le régime et il y a de l'autre côté la menace islamiste. Donc on était réduit à des choix très limités, soutien à la dictature, sinon c'est le risque de l'islamisme. Et puis la dictature est devenue le centre avancé, ou le poste avancé de contrôle contre le peuple et contre toute la région. Pourquoi? Parce qu'on a voulu en faire de l'Algérie le poste avancé de surveillance. Parce que l'Europe, et notamment la France, se retrouvent menacés par des flux migratoires importants, mais surtout par ce qu'ils appellent le terrorisme international. Et donc, on en fait du régime algérien un allié, parce que cet allié-là a les moyens de s'acheter des équipements et peut jouer donc le rôle de surveillant. C'est pour cette raison, nous ne ratons pas une occasion pour dire que la pensée politique française, et moi personnellement j'ai eu beaucoup d'occasions,
j'ai rencontré des députés français, j'ai rencontré des responsables français dans des séances de travail, dans le cadre des forums internationaux. Je n'ai pas arrêté de leur dire, vous ne pouvez plus, vous n'avez plus le droit de vous rendre aveugle et ne pas voir que ce pays recèle un potentiel de jeunesse, de force démocratique, d'une énergie intellectuelle, capable de défier le sous-développement, capable de construire un État démocratique, capable de créer les conditions pour que les Algériens ne s'arrachent pas à leur terre, pour que les Algériens ne se jettent pas dans la mer, pour que les Algériens ne se sentent pas poussés à l'immigration forcée. Et aujourd'hui, les statistiques sont là. Cette image triste, elle est révoltante. Elle fait partie de ma colère. Cette image de dizaines de milliers de jeunes qui attendent l'ouverture de la porte du centre culturel français un certain 1er novembre. Elle a fait pleurer des gens. Moi, j'en ai pleuré. Moi, j'en ai pleuré que de voir des milliers de jeunes Algériens faire la chaîne devant la porte du centre culturel français pour quitter ce pays. Des milliers de médecins sont partis. Comment on peut accepter que l'on vide un pays de son énergie, de son élite? Quel est l'avenir de ce pays si on aspire toute sa matière grise? Il est certain que si nous ne dressons pas une barrière démocratique, une énergie solide qui soit capable de se prendre en charge, de décider de son destin, nous risquons d'avoir de graves difficultés à l'avenir. C'est ça qui fait ma colère. Monsieur Tabou, on peut...